Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le grand dialogue de ce soir, nous allons nous intéresser aux langues nationales. La raison de notre choix, c'est la célébration de la journée internationale de la langue maternelle ce mardi 21 février. Quelle est l'importance des langues nationales aujourd'hui au Mali? Que représente-t-elle dans le système éducatif du pays? La pédagogie convergente a-t-elle apporté quelque chose en termes de valorisation des langues nationales? Où en sommes-nous avec cette pratique? Nous allons tenter d'obtenir donc la réponse à ces questions et à bien d'autres en les adressant à nos invités qui sont donc au nombre de 4. Il s'agit de Koumba Yarissi, elle est ancienne chargée de mission au ministère de l'Éducation. Nous avons Gouro Dial qui est le directeur national de l'éducation non formelle, Dr Seydou Loua qui est spécialiste des sciences de l'éducation, et Yuka Madi Sissoko, lui, il est membre de la Fédération nationale des parents d'élèves. À la présentation, Seydou Foma. Le grand dialogue. Bienvenue à tous et à toutes et à tous, disons. Je vous le disais donc en introduction, c'est aujourd'hui, mardi 21 février, qu'est célébrée la journée internationale de la langue maternelle. Quel sens peut avoir une telle journée pour un pays comme le Mali? C'est la première question que j'adresse à mes invités, à commencer par vous, Madame Koumba Yarissi, vous qui êtes ancienne chargée de mission au ministère de l'Éducation. Le directeur... bonjour, je vous remercie. Est-ce que c'est bon? Allez-y, madame, allez-y. Bon, Seydou, les langues, de toute façon, au cours du débat, comme vous l'avez dit, on viendra sur le bien fondé de la pratique des langues ou de l'enseignement des langues maternelle à l'école. Mais pour planter le décor, moi je souhaiterais qu'on fasse quand même, qu'on interroge un peu notre histoire. Donc cette journée, c'est l'occasion de s'interroger par rapport à nos réalités, voilà, pour ce qui concerne nos langues nationales. Voilà. Alors, nous allons maintenant du côté de vous, Gouro Dial, vous qui êtes donc le directeur national de l'éducation non formelle. Quel sens cette journée a pour vous, la journée internationale de la langue maternelle? Bon, merci de m'avoir convié à cette réunion. Et je profite de l'occasion pour saluer tous nos auditeurs. Et je crois que quand on s'intéresse aux langues nationales, c'est-à-dire les langues maternelles, c'est vraiment une bonne chose et c'est une bonne occasion pour que les uns et les autres comprennent ce rôle que ces langues maternelles jouent. Et cette journée aujourd'hui a été retenue par l'UNESCO, donc qui s'occupe généralement de langue et de culture de l'humanité, pour magnifier le rôle de ces langues maternelles le 21 février. Donc cette journée, c'est encore pour faire le plaidoyer, c'est pour attirer l'attention de ceux qui n'ont pas encore compris par rapport à l'importance de ces langues maternelles. Ceci concerne spécialement nos pays sous-développés où il y a eu la colonisation. La langue de travail qui est utilisée est le français généralement, ou bien la langue du colonisateur d'une manière générale, et au mépris des langues nationales, des langues maternelles de ceux qui vont à l'école. Alors, nous allons vous retrouver dans un instant. Nous allons à présent nous adresser à vous, Yuka Madi Sissoko, qui est membre de la Fédération nationale des parents d'élèves. Alors, cette journée dédiée donc à la langue maternelle, est-ce une journée de plus? Bon, c'est une journée comme tant d'autres, mais en réalité, la différence, c'est que vraiment, il s'agit d'une l'institution d'un anniversaire de langue maternelle. La langue est très importante dans la vie d'une nation, surtout quand elle est maternelle encore. Donc la suite du débat nous dira plus. Docteur Seydou Loua, vous qui êtes spécialiste de sciences de l'éducation. Oui, bien. Bonjour monsieur, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de m'avoir invité pour ce débat assez intéressant. Effectivement, je me joins aux autres pour saluer effectivement la tenue d'une journée pareille concernant la célébration des langues nationales. Donc effectivement, les langues nationales sont assez importantes. La langue fait partie de la culture de l'être humain, la langue fait partie de l'identité même de l'être humain, surtout la langue nationale.
À un moment donné, ces langues, effectivement, ont été sciemment mises de côté, ont été traitées de dialectes, ont été traitées de choses qui n'étaient pas assez importantes au profit de langues étrangères. Alors ça, c'était à un moment donné de l'histoire. Madame disait tout à l'heure d'interroger l'histoire. Effectivement, quand on interroge l'histoire, on peut essayer de voir un peu l'évolution de ces langues-là. Maintenant, en ce qui concerne la journée, je pense que c'est une très bonne chose et on a besoin effectivement à travers ces journées de parler de nos langues nationales, de parler de l'importance de nos langues nationales ou langues maternelles si vous voulez, et essayer de voir quelle est la place de ces langues-là dans la culture, quelle est la place de ces langues dans le développement même de la nation malienne, on va dire. Alors, cette question, les langues nationales au Mali ont-elles plus de valeur, plus d'importance aujourd'hui qu'avant, ou alors est-ce que c'est le contraire, Koumbaya ici? Quand je disais d'interroger l'histoire, je sais que la colonisation a tout détricoté. La chefferie, les langues, parce qu'elle avait une mission civilisatrice, en s'appuyant évidemment sur l'Église. Tout le monde le sait. À partir de ce moment, nos langues n'étaient pas des langues, ça ne véhiculait pas de civilisation. Donc, de cette façon même, on nous a dénié même le fait d'être des êtres humains, d'avoir des langues qui véhiculent des civilisations. Et à partir de ce moment-là, il y avait beaucoup de travail à faire à l'accession de nos pays à l'indépendance. Tout le monde sait ce qu'est la réforme de l'enseignement en 1962. Je crois qu'à l'intérieur de cette réforme-là, il avait été projeté l'importance de la langue au fur et à mesure qu'on marchait et qu'on avançait pour que le développement soit beaucoup plus harmonieux et voilà. Alors, maintenant, nous allons écouter Gouro Dial, qui est donc le directeur national de l'éducation non formelle. Alors, dites-nous, les langues nationales au Mali ont-elles gagné en valeur ou alors est-ce le contraire aujourd'hui? Bon, bien sûr, je vais revenir un peu sur ce que Madame a dit, notamment à partir des réformes de 62. Donc, effectivement, à partir de cette date, déjà, les autorités, les plus hautes autorités de notre pays avaient pris l'engagement de développer les langues nationales pour que les Maliens puissent apprendre à lire et à écrire dans ces mêmes langues et à faire des activités génératrices de revenus et faire des activités de développement. Donc, et ceci ne pouvait pas se faire immédiatement parce qu'il y avait le français qui couvrait tout. Il n'y avait pas beaucoup de lettrés, il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels qui pouvaient jouer ce rôle. Et nos autorités se sont engagées à organiser le mécanisme pour qu'il y ait des spécialistes dans le domaine. Moi, je suis un des fruits aujourd'hui. Je suis docteur en linguistique. Et je suis spécialiste du Peul. J'ai fait mon PhD à Moscou. Et je connais tant d'autres qui ont étudié ailleurs et qui sont revenus, qui travaillent. Donc c'est ça. Donc il y a quand même ces cadres qui ont été formés. Même si ça traînait, ça a pris beaucoup de temps. Et aujourd'hui, nous avons des grands spécialistes dans le domaine linguistique, dans le domaine de toutes les langues nationales du Mali. On a au moins 12 langues dans lesquelles on a des docteurs. On a d'autres chercheurs qui existent, des structures de recherche qui existent. Donc, ce qui veut dire que les langues, c'est sûr qu'il y a eu, je ne sais pas, un grand essor dans le domaine de la recherche. Et leur utilisation à l'école formelle, leur utilisation dans le domaine de l'éducation non formelle pour les adultes qui ne sont pas allés à l'école. Donc, des documents sont élaborés, ça existe, on peut les trouver un peu partout. Ils sont utilisés. Donc ça, c'est déjà quelque chose, à mon avis, par rapport à la valorisation de nos langues nationales. Djouka Madissogo, on a donc prôné la promotion des langues nationales, mais est-ce que cela a eu un effet sur la situation sur le terrain? Bon, l'impact quand même, nous, parents d'élèves, ça nous a nous sommes un peu mitigés, pour vous faire les francs. Parce que surtout quand on l'a amené à l'école, tout le monde sait qu'au Mali, il y a plusieurs langues maternelles. Le français, d'accord, ça c'est une langue de travail, c'est une langue avec laquelle on travaille avec les autres. Mais la langue maternelle, par exemple, il y a une façon de l'introduire à l'école.
Et je crois que c'est ce qui n'a vraiment pas beaucoup marché au Mali ici. Je crois qu'au fur des débats, nous saurons vraiment pourquoi ça n'a pas marché et maintenant corriger. Elle est très importante dans la vie d'une nation. Quand un enfant apprend sa langue, enfin, avec sa langue maternelle, il peut avoir accès plus facilement aux connaissances, aux autres connaissances. Mais l'étudiation qu'on en a faite ici, chez nous, au niveau de l'école, je crois que c'est de ça que vraiment il faut parler. Des spécialistes dans les différentes langues nationales, il y en a eu assez. Oui. Mais dites-nous, docteur Seydou Loua, est-ce qu'on est allé au-delà? Est-ce qu'au-delà du fait qu'il y a eu des spécialistes dans telle ou telle autre langue, est-ce qu'on a assisté à une véritable promotion des langues au niveau du terrain? Bien, merci beaucoup pour cette question. En réalité, je me joins un peu à M. Sissoko. L'innovation, en fait, l'utilisation des langues nationales dans l'enseignement fondamental était une innovation salutaire à l'époque, mais en réalité qui a été très mal planifiée. Il parle de l'utilisation, effectivement. Tout le monde est d'accord pour reconnaître l'importance des langues nationales. Tout le monde est d'accord, tous les spécialistes sont d'accord, en sciences de l'éducation, en linguistique, pour dire que l'enfant apprend mieux dans sa langue maternelle que dans une langue étrangère. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Je pense que par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème au niveau de l'école malienne, c'est l'utilisation que nous en faisons. Les langues nationales, effectivement, ont gagné un peu en importance. Monsieur Dial le disait tout à l'heure. Maintenant, on écrit en langue nationale, on est des docteurs dans les différentes langues nationales. Mais le problème de l'école malienne, l'utilisation des langues nationales dans l'école malienne, moi, je pense que le premier problème est qu'on a beaucoup trop de langues nationales qui sont utilisées dans l'école malienne. Bon, il parle de 12 langues, j'ai cru comprendre qu'on utilisait 13 langues nationales au niveau de l'enseignement fondamental. Et en fonction des différentes localités, les langues d'enseignement changent. Et deuxième problème, les langues ne sont pas encore utilisées dans toutes les écoles. Alors moi, j'ai fait récemment une recherche sur l'utilisation des langues nationales. J'ai essayé de voir un peu l'attitude des parents d'élèves de Bamako. Alors, j'ai fait une enquête dans les 6 communes de Bamako avec un échantillon de 144 parents d'élèves et majoritairement les parents d'élèves critiquent cette utilisation. Pas parce qu'ils sont contre la langue nationale, mais parce que c'est très mal utilisé et parce qu'ils se rendent compte, ça ce sont les parents qui le disent, que les enfants qui sont dans des écoles où on utilise la langue nationale qu'on appelle maintenant le curriculum, ont un faible niveau par rapport à ceux qui sont dans les écoles où on n'utilise pas les langues nationales. Donc, on essaye de voir un peu, est-ce que ce n'est pas cette utilisation, cette mauvaise utilisation, qui fait que les élèves ont un faible niveau. Donc, c'est une question qu'on se pose. Et effectivement, à travers les différentes analyses, à travers les différentes recherches, moi, je pense effectivement que les langues nationales ont une part de responsabilité dans la baisse du niveau aujourd'hui. La baisse du niveau des élèves aujourd'hui. Je m'explique un peu rapidement. Encore une fois, pas parce que je suis contre la langue nationale, mais je parle de leur utilisation. Les enseignants ne sont pas très bien formés. En réalité, ça je pense que les enseignants le disent, il y a eu des articles là-dessus. Les parents n'ont pas été très bien informés. Donc on n'a pas eu vraiment l'adhésion de beaucoup de parents par rapport à cette utilisation de langue nationale. En fait, ils envoient leurs enfants à l'école. L'après-midi, l'enfant revient, on demande à l'enfant qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui. Il dit on avait jaté. Alors il nous reste très peu de minutes avant la pause. Je crois qu'on va permettre au directeur, M. Gouroudial, de réagir. Bon, moi j'ai participé un peu à la mise en œuvre de la pédagogie convergente. Je suis spécialiste de Peul, j'ai tourné un peu partout, il y avait les écoles en Peul, j'ai participé à l'élaboration du matériel didactique, j'ai participé à toutes les enquêtes sur le terrain. Bon, c'est vrai, il y a des difficultés. Il y a des difficultés, mais en réalité, aujourd'hui, on peut trouver des jeunes gens qui sont passés par ces écoles-là, qui sont dans les universités, qui ne se plaignent pas. Ils n'ont aucun problème. Ceux qui ont eu les bons maîtres, ceux qui ont eu le matériel didactique nécessaire, ils n'ont pas de problème. Alors, ceux qui ont eu des bons maîtres, ceux qui ont eu le matériel... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Allez-y. Bien sûr, il y avait des difficultés, je dis bien. Au début, il y avait beaucoup de problèmes. Le matériel didactique manquait par moment. Mais après, ça s'est rangé. On a pu arranger ça après. On a bien arrangé le matériel didactique. C'est vrai, les formations aussi, il y a eu des défaillances au niveau des formations. Mais, de toutes les façons, c'est que dans ces langues-là où ça s'est bien passé, vraiment, il n'y a aucun problème. Les enfants n'ont aucun problème. Alors, je crois que nous aurons l'occasion de développer tout cela. Studio Tamani, nous allons observer une courte pause avant de continuer avec ce débat. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani.
Nous avons interrompu donc Gouroudia, le directeur national de l'éducation non formelle. On va lui donner la parole, mais cette fois-ci avec cette question. Vous avez dit, là où il y a eu des bons élèves, des bons maîtres, là où il y a eu du matériel, ça a marché, mais il y a eu du matériel de bons maîtres dans combien d'écoles? Ça aussi, c'est une question. Bon, je ne pourrais pas dire combien d'écoles, c'est difficile à déterminer. Mais un pourcentage, par exemple? Non, je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, toutes les évaluations ont montré que là où il y a eu les formations à partir des langues maternelles, les réussites étaient beaucoup plus favorables. Parce que les enfants, ils étaient ouverts. Le premier jour, on ne pose pas de questions. Tu parles directement à l'enfant, tu poses toutes tes questions, il répond. Tu n'expliques pas le sens de ce que tu dis, parce qu'il comprend ce que tu dis déjà. Tu lui montres seulement comment on écrit. Et puis c'est tout. Donc ça, c'est déjà une faveur par rapport aux langues. Mais maintenant, moi, mon problème, c'est qu'on est accroché. On est accroché au français. Toutes les évaluations se font en français. C'est ça. On ne les évalue pas en langue nationale comme il faut. On met leurs compétences dans le domaine de langue nationale et dans les compétences, les autres compétences qu'ils ont, on les met un peu à côté. Si toi tu fais tes études jusqu'en 6e année, toute la bonne partie du temps tu le fais par exemple en Bamanaka ou en Fulfulde, on veut t'évaluer en français, on veut que tu fasses 0 faute, ça ne marchera pas. Justement, ça ne marchera pas. Donc écoutez-moi. Oui, écoutez-moi, s'il vous plaît. Vraiment, vous avez déjà faussé. Vous avez déjà faussé tout le mécanisme. Ça fait partie des difficultés d'application, justement. Ça fait partie des difficultés d'application. Allez, soyez bref, monsieur le directeur. Je crois que nous allons d'abord donner la parole à l'autre, à Djoukamadi Sissoko. Le directeur vient de nous le dire, il y a des cas où ça a bien marché et pour des raisons qu'on sait, où il y a les professeurs les maîtres sont donc bien formés, il y a du matériel. Mais lorsqu'on va à un système, est-ce qu'il doit avoir la possibilité que ça marche dans certains lieux et que ça ne marche pas dans tel autre lieu? Mais je crois qu'en fait, si c'est un truc bien conçu, un programme bien conçu, alors je crois que c'est toutes les écoles qui devraient se retrouver dans les mêmes conditions. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que le directeur doit le reconnaître franchement. Cette histoire-là n'a pas marché du tout. Et moi, j'appelle le chat par son nom, le chat. Ça fait plus de 20 ans que nous avons maintenant embrassé cette pédagogie convergente, mais je sais que vraiment les résultats sont vraiment néfastes. En tant que parent d'élèves de la société civile, je suis obligé de dire cela. Vous apprenez à parler Bambara aux enfants ou bien Koroboro aux enfants quand ils quittent Kati pour aller à Gao avec leur père en mission. Ils doivent abandonner le Bambara pour parler. Laissez-moi terminer. Moi, je sais quel dégâts ça fait. Et ce même enfant-là, quand il doit revenir encore après la fin de séjour de son père, il va encore parler Bambara. Et il parle Bambara de la première année jusqu'à la 6e, je ne sais pas quelle année encore. Après, maintenant, il parle français. Et quand il va au lycée, il ne peut même pas te lire le syllabaire de façon tout à fait avec la ponctuation et l'intonation possible. Oui. Moi, en tant que parent d'élève, en tout cas, vraiment, nous avons vu ça de très mauvais yeux. Parce qu'on devait accompagner ça par des mesures d'accompagnement plus encore élaborées. Parce que les parents d'élèves déplorent ça aujourd'hui. Vous aurez la parole maintenant, nous allons permettre à Madame. Il faut poser réellement le problème. Jusqu'en 2012, le budget de l'alphabétisation, c'était de 3% dans le budget de l'éducation. Si les langues maternelles, la promotion des langues maternelles dépend de l'alphabétisation, 3% sur 1 242 000 km², vous voyez déjà la difficulté. Ça, c'est de 1. De 2, une innovation. Le professeur en parlait tout à l'heure. Une innovation ne vaut que par sa généralisation. Toute innovation qui n'arrive pas à être généralisée pose problème. Ça pose problème. Parce que ça veut dire que c'est un échec. Si au bout de 10-20 ans, on n'arrive pas à généraliser, ça pose problème. Par contre, ce que le parent d'élève a dit, M. Sissoko a dit, bon, qu'on parte d'un coin pour un autre, il y a des bassins linguistiques d'après ce que nous disent les spécialistes
Oui. On ne peut pas quand même, avec autant de langues... de ce que nos enfants ont vécu. Oui, on ne peut pas parler... si je peux terminer... non, permettez à madame de terminer. Si je peux terminer. Allez-y. Le sujet, il est passionnant, d'accord, mais on doit dire ce qui devrait être. Les langues, personne n'est opposé à l'introduction de la langue. Vous voyez, on a dit que cette innovation-là s'explique par le fait que les enfants, ils parlent leur langue maternelle. Mais est-ce que les enfants sont dans un environnement lettré? Moi, je parle Peul, je parle Bambara, je parle Soninké, mais je ne sais pas lire forcément ces langues-là si je ne suis pas alphabétisé. Et regardez à l'Assemblée nationale, un député qui ne sait pas parler français. Mais nos lois, nos textes, tout est en français et il faut commencer par créer des environnements lettrés pour que les gens s'habituent à ça et pour qu'ils comprennent réellement pourquoi ça. Ouais. Alors, dites-nous, je crois que c'est au docteur Seydou Loa maintenant que nous allons nous adresser. Alors, dites-nous, docteur, est-ce qu'on peut finalement dire que cette tentative d'insérer les langues nationales dans le système éducatif à travers, par exemple, le curriculum, est-ce qu'on peut dire que c'est un échec? Moi, je le dis clairement, c'est un échec. Honnêtement, je pense que c'est un échec. En tout cas, l'état actuel de la situation, je pense que c'est un échec. Je reviens un peu sur ce que M. Dial disait tout à l'heure quand il parlait des réussites. Ça a réussi un moment, mais ça c'était au début. Ça c'était au moment de l'expérimentation. Dans les années 90-91, ils ont fait une évaluation. Ils ont réellement vu que ceux qui étaient dans les écoles à pédagogie convergente, qui réussissaient mieux que ceux qui étaient dans les écoles classiques avec la langue française. Alors, avec l'expérimentation, ça marche. Avec l'application, ça avait marché. Le problème, c'est où? Mais quand on a commencé à généraliser, quand on a commencé le processus de généralisation, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. D'abord, au moment de l'expérimentation, il y avait peu d'élèves dans les classes. Ceux qui ont initié ça, en fait, l'initiation, le monsieur qui a été à l'origine de ça, c'était un Belge qui s'appelait Michel Houellebecq. C'est Michel Houellebecq qui était à la base de ça. Et il a posé des conditions de réussite. D'abord, il a dit, pour que ça réussisse, il ne faut pas qu'il y ait plus de 30 élèves dans une classe. Déjà. Maintenant, nous avons combien d'élèves dans nos classes de première année, de deuxième année? Il y a des classes de 200 élèves, monsieur Sissoko. Ça, c'est clair, moi je le sais. Pour que les Maliens acceptent ces principes sans être en mesure quand même de remplir ces conditions. Justement, c'est ça le problème. C'est là où il faut interroger le ministère. Pourquoi on a accepté ça sans réunir les conditions? J'ai parlé tout à l'heure de planification. Madame a parlé des conditions. Une innovation ne peut réussir que si elle est bien planifiée. Une innovation ne peut réussir que si elle arrive à se faire généraliser. Nous, on n'a pas bien planifié et on n'arrive pas à généraliser. Les écoles privées ont fermé les portes catégoriquement à cette innovation. Ce n'est appliqué dans aucune école privée. Et même des écoles... aux enfants des pauvres. Voilà. Et même des écoles... il y a des écoles fondamentales publiques qui n'utilisent pas encore la pédagogie convergente. Bon, maintenant on dit curriculum, on ne dit plus pédagogie convergente. Monsieur Sissoko vient de le dire. Moi, j'ai fait une enquête auprès des parents d'élèves. Ils ont dit exactement ce qu'il vient de dire. C'est pour les enfants des pauvres. Donc eux aussi, ils sont en train de retirer leurs enfants, ceux qui ont un peu de moyens, ils retirent les enfants des écoles à curriculum pour les inscrire, quand même, tout de même. Voilà, pour les inscrire dans une école où on n'utilise pas le curriculum, où on n'utilise pas les langues nationales. Et si on insiste là-dessus, les enfants qui sont dans ces écoles-là, où est-ce qu'ils iront? La langue de travail au Mali, c'est le français. La langue d'enseignement principale, c'est le français. Et ces enfants, à un moment donné, sont appelés à aller ailleurs. Moi, j'ai continué mes études, par exemple, en France. Si j'avais étudié en Bambara, est-ce que j'aurais pu faire ça? Non. Donc je pense que c'est un échec. Le directeur national de l'éducation me demande la parole il y a un petit moment. Alors, monsieur le directeur, je crois que vous allez peut-être accepter que, même si peut-être pour un départ dans certains établissements cela a marché, vous allez reconnaître quand même qu'il y a beaucoup de choses qu'on reproche à cette méthode. Bon, ce n'est pas la méthode qu'on reproche, la méthode n'a pas de problème. Alors, comment elle maintenant, c'est la mise en œuvre qui a eu des défaillances. La méthode n'a aucun problème. Mais la méthode n'évoque pas son application. Oui, ça c'est pas la méthode quand même elle-même en tant que méthode, non. Là, il n'y a aucun problème. On a déjà fait des études là-dessus, on a pratiqué, on a essayé, on a trouvé que c'est bon et ça peut réussir. Mais maintenant, la mise en œuvre, là, il y a eu des insuffisances, je suis d'accord. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un échec dans la mesure où on a déjà fermé pratiquement la grande majorité des classes à pédagogie convergente. Et quand on est passé au curriculum, là aussi, on a des difficultés jusqu'à présent.
Ça, c'est une réalité. Mais est-ce que le curriculum est appliqué dans beaucoup d'écoles aujourd'hui? Non. Il n'est pas appliqué dans beaucoup d'écoles. Aujourd'hui, essentiellement, il est appliqué en Bamanankan. Pratiquement, dans les autres langues, on a arrêté. Donc, on est en train de revoir comment refaire tout le système et puis pour sauter plus haut et aller plus loin avec ces langues nationales. Non, c'est pas rêver, c'est ça. Et c'est-à-dire, je reviens sur une question que M. Sissoko a posée par rapport au déplacement des parents. Non, les enfants ne souffrent pas de cela. Moi, je connais un cas précis. J'ai un camarade qui était commandant de cercle à Rarousse. Mais il est Peul. 100% c'est mon camarade d'enfance. On est du même village. Son enfant a fait la pédagogie convergente là-bas en Sonrail. On l'a muté en Nara, il est venu continuer en Bambara. Et après tout ça, il est venu à l'ENA ici continuer sans problème. Non, pardon, laissez-moi finir. Je vous en prie. Ne pensez pas que les enfants ne souffrent pas à la place des enfants. Ils ne souffrent pas. Non, je vous en prie. Moi, j'ai vu des cas qui ont Non, je vous en prie, ne souffrez pas à la place. Je n'ai pas fini. Laissez-moi finir. Écoutez, chaque fois qu'un enfant se retrouve dans un milieu avec une langue différente, il doit changer de langue. Vous pensez que cela n'a pas d'effet? Non. Non, ça n'a pas. Je dis que ça n'a même pas de problème. Ça, c'est un. Laissez-moi finir, je vous en prie. Bon, alors, permettez-moi de ne souffrez pas à la place des enfants. Les enfants n'ont pas de finissez donc. Vous aurez tous la parole. En tout cas, par rapport à nos langues nationales, je dis que par rapport à nos langues nationales, ne souffrez pas. Les enfants, ils s'adaptent tout de suite. Ils n'ont pas les mêmes degrés d'intelligence. Après le premier trimestre, c'est fini. Ils s'adaptent et puis c'est fini. Ça, c'est pas tous les enfants. Ensuite, oui, pardon, laissez-moi finir. Toujours il y a des difficultés, quand même. C'est-à-dire, monsieur le professeur, quand même, vous êtes un professeur, tout ça ne peut pas être les mêmes partout. Voilà, ça c'est clair là. Ça, je suis d'accord. Voilà. Donc, je vous ai dit que globalement, on peut trouver aujourd'hui à l'université des enfants qui sont passés par ces classes de pédagogie convergente et qui n'ont aucun problème. Ils n'ont aucun complexe. Laissez-moi finir. Ils n'ont aucun complexe par rapport à ceux qui sont passés par les classes classiques. Dans le français. Ça, j'en connais. Voilà, moi j'en connais. J'ai des neveux qui sont là. Laissez-moi finir, je vous en prie. Donc finissez finalement. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Permettez à monsieur le directeur. Si vous vous dites que si vous étudiez en Bamana ou bien en Sonrail, là, vous n'allez pas pouvoir continuer en français. Non. Le Bambara et le Sonrail, là, c'est pour constituer une base pour vous, pour mieux aborder le français et les autres langues. C'est ça. C'est là ça l'objectif. C'est ça. Justement. Là, on est d'accord. Donc, faut pas croire que vous n'allez pas avoir le français. C'est l'objectif, mais ça marche pas. C'est pour vous préparer à mieux connaître le français. Voilà, c'est moi je voudrais que Diallo se dise quelque chose. Cette histoire de pédagogie convergente, là, quand elle a commencé là au départ, mais on donnait 15 000 francs aux enseignants pendant la durée de la formation pendant 20 jours. Imagine-toi quelle manne ça faisait, que ça constituait. Et après, maintenant, il y avait même des accessoires de support, comme on les appelait. Mais finalement, ces supports-là ont disparu. Il n'y a plus de fonds pour faire ça. On les donne maintenant aux 3 000 francs par jour ou bien pour la formation. Et maintenant, les parents d'élèves vont trouver. C'est nous qui avons demandé en réalité à l'État pour qu'enfin on revienne au syllabaire. Parce que nous nous sommes sentis un peu abandonnés. Il y avait une école à 2 vitesses, l'école des enfants des pauvres, l'école des enfants des riches. Et aucun enfant de riche ne partait à l'école, ne faisait ne pratiquait la pédagogie convergente. Pardon, moi je veux que... tu dois me donner la parole plus que les autres, parce que moi je suis parent d'élèves. Et c'est nous qui nous plaignons. Nous avons dit et nous avons trouvé que vraiment cette méthode-là n'est pas allée selon nos goûts. Et ça n'a pas marché comme nous. Est-ce que vous voulez dire que en fait la chose a été mal conçue ou a-t-elle été mal... On nous a fait croire... On nous a fait croire que Kumba, on nous a fait croire qu'aucun pays ne peut se développer sans sa langue maternelle. Ça c'est vrai. Mais maintenant pas comme ça. Il faut des mesures d'accompagnement. Il faudrait maintenant intéresser les enfants, généraliser ça pour que tout le monde soit. Est-ce qu'il faut renoncer complètement à cette méthode ou alors il faut peut-être revoir? Nous voulons seulement qu'ils mettent ça en appui pour que au moins ceux qui auront la chance plus tard puissent vraiment s'en adapter, vraiment faire leur chemin. Ce que nous ne comprenons pas, qu'on parle bambara, il y a combien de langues? Nous parlons en français ici. En réalité, nous évoluons avec un environnement. Nous évoluons dans une mondialisation. Est-ce que le bambara peut me servir à Berlin ou en France? Non, mais j'apprends ça à mon enfant pour qu'au moins il puisse s'en accommoder et puis pouvoir être... Parce que ça développe l'intelligence. Alors, on se retrouve pour la suite de cette émission dans un instant.
réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Alors, c'est reparti donc. On va continuer avec vous, monsieur, vous, madame. Alors, madame, la question que je vais vous poser, on voit qu'avec ce système, il y a quand même beaucoup de problèmes. On dit qu'il faut revoir, mais comment faut-il revoir pour que ce système puisse bien donner au Mali? Parce que je crois savoir que dans certains pays, comme le Burkina Faso, en tout cas dans certains pays voisins, il semble que les choses sont passées autrement et que cela a donné de meilleurs résultats. Oui, c'est une question d'organisation, de vision et de ressources. Ressources financières, ressources humaines. C'est ça le vrai débat. On n'en est plus à c'est bien, c'est pas bien. Est-ce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, même le français qu'on étudie du CP à l'université est maîtrisé? Parce qu'il y a un vrai débat, il y a un vrai problème. La formation des formateurs. Il y a eu l'ajustement structurel, tout le monde s'en souvient. Moi, je ne sais pas, quand nous subissons le martyre, évidemment, nous sommes responsables, mais on ne voit jamais l'UNESCO. On nous a imposé ici la fermeture des écoles professionnelles. On a tout fermé, on a renvoyé, il fallait dégraisser le mammouth, on a renvoyé les enseignants. Donc le problème, ça n'est pas la langue nationale ou le français. Le problème, c'est les moyens, la vision, l'engagement des acteurs. Ouais. C'est ça le vrai débat. Alors, docteur Seydouloua, c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes. Il y a la façon d'organiser en fait cette méthode. Mais je crois qu'il y a quand même aussi la multiplicité des langues. Il y en a beaucoup au Mali. Est-ce que cette multiplicité en elle-même ne constitue pas un problème par rapport à l'application d'une telle méthode? Non. Je pense que quand on a... En fait, on dit qu'aucun pays ne se développe sans sa langue maternelle, mais ces pays-là n'ont pas 13 langues maternelles. Ces pays-là utilisent une langue maternelle. On prend l'exemple sur la Chine, le Japon, la France. Ils n'utilisent pas 13 langues dans leur enseignement. Non. Ils ont beaucoup de langues, c'est vrai. La France n'a pas seulement le français. Ils ont le basque, ils ont beaucoup d'autres langues, mais ils utilisent seulement le français. Nous voulons nous développer à tout le monde. Avec 13 langues, faire plaisir à tout le monde, ça ne marche pas. Non, pas du tout. Honnêtement, ça ne marche pas. On ne peut pas. Vous avez parlé de ressources humaines, des ressources financières. Avec 13 langues maternelles, c'est impossible. On voit que c'est impossible. L'échec est un peu lié à cela aussi. C'est impossible. Alors, si on veut redynamiser le processus, ça ne sert à rien de colmater les brèches, de faire semblant, en fait, la politique de l'Autriche, faire comme si tout allait bien alors que tout le monde sait que rien ne va. Je pense qu'il faut arrêter un moment, repenser cette politique d'utilisation des langues nationales, le curriculum, en mettant l'accent sur la formation des enseignants, en tenant compte des langues nationales dans la formation initiale des enseignants. Ce qui n'est pas fait en réalité. En mettant en place un système de formation continue permanente des enseignants. Absolument. Et en recrutant beaucoup d'enseignants. C'est des moyens. Et quand on recrute beaucoup d'enseignants, il faut aussi diminuer le nombre d'élèves par salle de classe. Avec 150 élèves, l'enseignant, quelle qu'en soit sa capacité pédagogique, il ne peut rien faire. Des enfants de première année, 150 élèves dans une seule classe, qu'est-ce que l'enseignant peut faire? Il ne peut rien faire, quelle que soit la langue d'enseignement. Et madame parlait de français, pour finir. Effectivement, on voit maintenant des élèves de 9e année. Alors là, je prends l'exemple qui ne peuvent pas écrire leur nom. Moi, j'ai vu des cas comme ça. J'ai vu des profs d'université qui font des fautes d'orthographe. J'enseigne à l'université. Même des profs ça existe partout au monde en réalité. Même les Français font des fautes. Voilà. Mais à l'université, on a des étudiants qui ont du mal à lire ce qu'eux-mêmes ils écrivent. Ils savent même pas écrire. Donc, ça veut dire qu'on a un problème à tous les niveaux. Maintenant, si on veut utiliser une langue maternelle ou bien une langue nationale, comme vous voulez, dans l'enseignement, il faut repenser la chose, il faut replanifier la chose, il faut se donner les moyens de travailler sérieusement pour que ça puisse marcher, pour que l'école malienne puisse connaître des jours meilleurs. Alors, on voit bien que vraiment il y a beaucoup de problèmes, il est difficile de parler donc de succès. Alors, je crois qu'il y a eu quand même des enseignements à retenir. Lesquels selon vous? Qu'est-ce que vous retenez comme leçon essentiellement de ce qui a été fait? Bon, simplement je vais dire qu'il y a eu vraiment des problèmes, c'est vrai, des problèmes peut-être de matériel didactique, des problèmes d'enseignants. D'effectifs. Oui, c'est ça c'est la réalité.
c'est les classes qui existent. Donc tout le monde veut aller à l'école, il faut aller s'il n'y a pas beaucoup de classes. L'État a pris des dispositions, on a construit beaucoup de classes, mais ça n'a pas suffi pour contenir tous les enfants du pays. Si chacun veut aller à l'école, il faut qu'il parte. Donc s'il n'y a pas de classe, il n'y a qu'une seule dans le quartier, tout le monde rentre là. Donc c'est ça la réalité aussi de notre pays. C'est difficile, comme il a dit, peut-être de mettre en œuvre quand même des méthodes de cette nature, par exemple la pédagogie convergente, et avec un très grand nombre. Parce que là-bas, c'est une méthode très active. Les enfants, chacun joue et participe activement à tout ce qui se passe en classe. Donc si tu veux faire participer tout le monde, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Quand il y a même 50 élèves, c'est trop compliqué. À plus forte raison, si tu as près de 100 ou plus de 100. Oui. Alors, voilà. Et voilà, à l'université, vous avez combien dans vos classes? Bon, ça dépend. À l'université, on n'a pas les classes du même effectif. On a des salles de classe de 50 étudiants. On a des amphis de 200 étudiants, des amphis qui peuvent aller jusqu'à 500 étudiants. Donc, vous voyez, c'est ça. Voilà. On travaille en fonction des réalités. Oui. Mais à l'université, les réalités ne sont pas les mêmes. Un enseignant face à des adultes, ça ne donne pas la même chose qu'un enseignant face à des enfants. C'est clair. C'est pas du tout la même chose en réalité. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de problème. Je dis bien qu'il y a des difficultés. Et dire qu'il faut prendre une langue, moi, je ne suis pas de cet avis. C'est ce que vous n'arrivez pas à connaître. Je suis vraiment pas. Peut-être ne pas prendre une langue, mais travailler beaucoup en amont quand même en tenant compte qu'il y a beaucoup de langues. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. C'est-à-dire, cette idée, il faut l'ôter de vos têtes. Chacun a sa langue. Chacun a sa langue. Oui. Par exemple, moi, je parle Peul. Moi, je ne veux pas aller en classe de Bamanakan, par exemple, parce que je ne comprends pas bien. Mais on me punit. Il faut apprendre. Apprendre pourquoi? Personne ne comprenait français à la base. Non. Donc c'est comme s'il n'y a pas de changement. C'est comme s'il n'y a pas de changement. La difficulté est toujours là. Bien sûr. La difficulté pour l'enfant est toujours là. Parce que c'est une langue d'autrui. Ce n'est pas sa propre langue. Alors, nous allons maintenant donner la parole à vous. Laissez-moi finir. Finissez cette fois-ci, monsieur le directeur, parce que c'est quand même un bon bout de temps. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent ce problème des langues. Oui, le problème de la langue nationale, il faut que les gens le comprennent. Oui, souvent, on a la tendance de dire qu'il faut choisir une langue nationale ou bien 2 langues nationales ou 3 langues nationales. Non. Ça, pour moi, ça ne résout pas le problème du Mali. Je peux vous poser une question. Alors, je crois que ça va bientôt finir. Non, les enseignants. Maintenant, monsieur le directeur, je crois que vous êtes largement exprimé. Nous allons donner la parole à vous, Djoukamadi Soko, vous, en tant que membre de la Fédération nationale des parents d'élèves. Vous avez constaté avec les autres qu'il y a quand même beaucoup de problèmes. Alors, constater les problèmes, c'est une chose, mais préconiser des solutions. Si vous devrez, par exemple, vous adresser aux autorités, qu'est-ce que vous auriez concrètement proposé pour que on sorte quand même de cette situation? C'est d'abord l'humilité pour reconnaître ce qui s'est passé. Ça n'a pas marché, donc on ne reconnaît qu'on change de direction. Et je vais vous dire aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qui provoque tout le temps ces grèves ou ces sorties intempestives des enfants? C'est parce qu'en réalité, ils ne connaissent rien à l'école. Donc, ils sont obligés de sortir pour tester. C'est les prétextes fallacieux qu'on utilise. On a écrit ici aux écoles pour dire de faire passer 85% des élèves dans les classes supérieures. Oui. Donc, les élèves ne sont pas forcément intelligents. On a vu ça. Ils vont handicaper des classes, aux classes dans les classes supérieures. Oui. Donc, ça forme un entonnoir. Donc, les enfants ne peuvent pas avoir la même capacité d'assimilation et la même capacité de réflexion. Non. Depuis, ça veut dire ils n'ont jamais demandé les parents, ils n'ont jamais fait des enquêtes, ils n'ont jamais mené des enquêtes. Ils ont sorti seulement de leur chapeau cette pédagogie convergente et ça n'a pas marché et ils ont eu honte de retourner en arrière. Et tout ce qu'ils disent, moi vraiment je déplore, mon petit frère, je le plains beaucoup et je ne sais pas comment il va me convaincre ici que vraiment la pédagogie convergente est vraiment l'idéal pour nous. Et nous, parents d'élèves, nous nous plaignons de ça. Mais quand même, dans la sous-région actuellement, prenez le système LMD, licence, master, doctorat. Mais actuellement, nos élèves sont les derniers. Mais quand ils vont même à l'extérieur, c'est parce qu'ils ont pris un retard inimaginable. Alors, donc il faut maintenant... Comment dire ici, vous êtes ancienne, je le rappelle, vous êtes ancienne chargée de mission au ministère de l'Éducation, vous êtes en même temps parent d'élèves. Alors, vous... Je suis surtout... Voilà. Vous, qu'est-ce que vous préconisez pour que cette situation puisse aller dans le bon sens? Il y a une petite mise au point quand même, parce que la langue, l'environnement lettré et tout le reste, ça profite à tout le monde, et même la démocratie ne peut pas s'épanouir si les gens ne comprennent rien au texte de loi. Voilà. Comment payer mon impôt? Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Tout se dit à l'Assemblée, tout se dit à la télévision. Notre télévision aujourd'hui est devenue une télévision de jouissance, de réjouissance ou de je ne sais quoi. Sous Modibo, il y avait ce qu'on appelait l'école à la radio. Il n'y a pas que l'école en tant qu'institution. Oui, il y a aussi la presse. Il y a l'audiovisuel et tout le reste. La CMDT a joué un grand rôle dans l'alphabétisation des paysans. Absolument. Et comme le développement est, transversal, l'État quand même doit mettre en synergie tout ça pour aider à aller un peu plus vite. Si tout le monde, le Tamashek qui n'a jamais appris le Bambara, on lui impose le Bambara, qu'est-ce que ça veut dire? L'État doit se donner les moyens de mettre à la disposition de tout le monde ce qui peut l'aider à mieux comprendre et à jouer son rôle de citoyen. L'État a cette obligation, c'est un rôle régalien. Alors, nous allons écouter à présent la proposition du spécialiste des sciences de l'éducation, le docteur Seydou Loua. Bien, d'abord je commence par la première proposition de M. Sissoko. D'abord il faut reconnaître l'échec. Parce que tant qu'on ne reconnaît pas l'échec, on ne peut pas aller de l'avant. Déjà il faut reconnaître que tout ce qu'on a fait d'ici là, vraiment on a échoué. Maintenant, une fois que l'échec est reconnu, il y a un certain nombre de situations. D'abord, soit on laisse tomber carrément cette histoire de curriculum de langue nationale et on investit dans le français, c'est-à-dire l'argent qu'on est en train d'investir dans les langues nationales et on voit que ça ne marche pas, des milliards depuis plusieurs années, ça ne marche pas. On investit la même somme dans le français, je pense que ça va porter des fruits. Ça, c'est la première chose. Soit on s'entête, excusez-moi du terme, on s'entête à utiliser ces langues nationales, mais il faut vraiment changer de direction. D'abord, en essayant, on s'entête en réalité. Depuis 1979, on l'utilise, on voit que ça ne marche pas, ça continue. De 1979 à maintenant, ça fait combien d'années? Donc on s'entête, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment changer. Il faut vraiment changer de direction. Il faut soit laisser tomber ces langues nationales, ou bien essayer de voir quelle est la langue, je ne vais pas parler d'imposition de langue, quelle est la langue la plus parlée? Si on s'attache à nos langues maternelles, moi je ne vois pas des pays qui se développent, madame, en utilisant 13 langues dans son enseignement. Franchement, je n'en connais pas. Donc, il faut laisser tomber carrément cette histoire de langue nationale en investissant dans le français ou faire un choix d'une langue nationale et investir dans celle-là pour que tous les Maliens s'y reconnaissent dans cette langue comme langue nationale du Mali et investir dans ça pour que ça puisse marcher. Sinon, si on continue comme ça, on va colmater les brèches et ça ne marchera pas. La fait va revenir donc au directeur, le directeur national de l'éducation non formelle, le Gourou Tchal. Moi, je crois que le professeur est en train de tout rater. Je ne peux pas m'imaginer qu'à l'université, qu'on ait des réflexions de cette nature. Dire d'abandonner nos langues nationales. Pardon, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Ça, c'est pas ça. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir, je n'ai pas fini. S'il vous plaît, je vous en prie, laissez-moi finir. Il a dit, tu nous as dit d'abandonner la langue nationale et de revenir au français, c'est pas ce que tu as dit. Voilà, mais c'est pas une... Mais c'est ça en fait, là. Le français, s'il vous plaît. Ce qu'on met dans le français, si on le mettait dans nos langues nationales, on n'aurait pas eu de problème. Et pourtant, on a mis beaucoup de milliards là. C'est combien? Depuis combien de temps on est en train de faire les langues nationales? Combien on a mis dans les langues nationales? Moi, je le sais, j'ai participé à tout ça là. Mais depuis la mise en œuvre de toute l'expérimentation de langue nationale, pratiquement, j'ai participé depuis les enquêtes sur le terrain. On a fait des missions, c'est vrai, on a élaboré des matériels didactiques, on a amené tous les spécialistes, on a amené... Mais ça n'a pas suffi, on est à un début là. Une langue c'est quoi? C'est la valeur... Un formateur n'est pas bien formé. Mais c'est quoi? Ça ne suffit. Le français est là depuis quand? Tu vas en France, on est toujours en train de changer le système français. C'est un début, pourquoi vous l'avez généralisé? Comment? Dis-moi, tu vas en France tout de suite là. Depuis combien de temps en France, on est en train d'étudier? Depuis combien de temps on a le système éducatif français? Si c'était un début, on n'allait pas généraliser. Depuis combien de temps on a le système éducatif? Depuis que moi je ne suis pas né. C'est-à-dire, écoutez, si je vous en prie, c'est-à-dire ne comparez pas. Mais nous sommes en train de comparer, mon frère. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. C'est-à-dire, moi je pense qu'il ne faudrait pas faire ces erreurs-là. Les langues nationales,
il faut les mettre en valeur. C'est une grande richesse pour nous. Et les 13 langues. Le sujet est très important. Je crois que nous aurons l'occasion. Il faut mettre les 13 langues en valeur ensemble. Alors, monsieur le directeur, l'État a la possibilité et a les moyens de le faire. Monsieur le directeur, je crois que voilà, nous aurons l'occasion de revenir. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet. C'est donc la fin de ce débat. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre sujet. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.